Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin de semaine. Aujourd'hui, alors que le début de la saison NBA est de plus en plus proche, je vous propose la suite de ma vidéo de la semaine dernière. Si vous l'avez vu, vous connaissez le concept, et vous savez ce qui vous attend. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller la regarder, que ce soit avant ou après, ça ne change absolument rien. Bah ouais, après vous avoir dit tout ce que je pensais de chacune des équipes de la conférence Est, normal, il est temps de passer à la conférence Ouest. Pour ce qui est de l'ordre des teams abordés, on continue sur le même système, en partant des dernières du classement de l'an dernier pour remonter vers les meilleurs. Encore une fois, priorité aux plus mauvais. Et vous l'avez compris, pour chaque franchise, je vais vous dire ce qui me plaît chez eux, ce qui me laisse aussi un petit peu plus perplexe, et ce que je prédis pour eux pour la saison à venir, c'est le principal. Il s'agit bien sûr d'une analyse personnelle, c'est le concept des prédictions, et j'ai hâte de comparer ça avec vos ressentis que vous me mettrez en commentaire. Et si j'ai quelques hot takes à vous partager de temps en temps, je n'hésiterai pas, c'est fun, il faut se mouiller, alors n'hésitez pas à me partager les vôtres également, histoire de rigoler un peu. Bah ouais, y a pas de raison que je sois le seul à me jeter à l'eau ici. Bref, encore une fois, le programme est lourd, donc ne perdons pas de temps, on y va pour ce que je pense de ta team version conférence Ouest. Mais avant de commencer, petit OP, ça faisait longtemps. Vous le savez, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec la NBA, mais aujourd'hui, hors de question de vous vendre quelque chose. Non, 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 écoutez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un jeu très cool, une opportunité en or pour remporter des cadeaux d'une lourdeur exceptionnelle, donc ne zappez pas. Ouais, la Fantasy League NBA, est-ce que vous connaissez? C'est un jeu pour lequel tu seras un manager avec un cap de 100 millions de dollars qui te permettra de recruter 10 joueurs de la Grande Ligue. Ensuite, tu rejoins une ligue, la mienne, la ligue Le 6e Homme, que j'ai créé spécialement pour vous, et là-bas tu vas pouvoir y affronter toute la commu, tous les autres managers. Ensuite, pour scorer des points, c'est simple, plus les joueurs que tu as sélectionnés avec ton cap de 100 millions feront des stats dans la vraie vie, plus tu pourras grimper dans les classements. Et vous savez quoi, les Fantasy League, j'y joue depuis plus de 20 ans, la moitié de ma vie, autant vous dire que ça date. Si tu rejoins ma ligue, tu vas donc pouvoir m'affronter, et croyez-moi, le défi va être relevé, parce que j'ai prévu de la poncer celle-ci. Mais tu connais pas encore le plus fou, parce que dans ma ligue, déjà, j'ai recruté des managers de qualité, que eux aussi tu vas pouvoir affronter. Franck Seguela, médaillé olympique en 3-3, Simon Gauzy, médaillé olympique en tennis de table, Lucas Beaufort, joueur professionnel au Limoges CSP, et Ricardo Fati, ancien joueur de foot de très haut niveau. Je vous avais promis du lourd, je vous ai pas menti. J'ai beaucoup parlé avec eux, et je peux vous le dire, eux aussi sont super chauds à l'idée de vous défier et de vous battre. Alors si tu veux venir tenter ta chance face à mon équipe de guests et moi, viens cliquer tout de suite sur le lien en description. Là, ça te demandera de créer ton line-up dans un premier temps, et ensuite, ça te confirmera si tu veux bien rejoindre la Ligue Le 6e Homme. Évidemment, tu cliques sur oui. Et bien sûr, faut que je vous en parle, il y a des lots incroyables à gagner. Pour le grand champion, en fin de saison, mais aussi toutes les semaines, il y aura des trucs. Un voyage aux États-Unis pour deux, pour les finales, des abonnements au NBA League Pass, des bons d'achat sur le NBA Store, des jeux NBA 2K, la NBA a décidé de vraiment vous rincer avec cette Fantasy League. Donc pourquoi te priver? Je le répète, c'est totalement gratuit, il faut juste avoir 18 ans, c'est méga fun, tu peux tester tes qualités de manager face à des guests de qualité, et surtout j'y tiens, et il faut que je le précise, ça soutient de ouf tous mes projets. Alors n'attends plus, je compte sur toi, viens nous défier et prouver tes qualités de manager en rejoignant la ligue Le 6e Homme de la Fantasy League NBA. De toute façon, l'idée c'est d'éviter que tu galères, voilà pourquoi toutes les infos sont dans la description. Et si tu veux suivre ça de manière hebdomadaire, ne t'inquiète pas, je ferai des updates régulières sur Instagram, donc le mieux c'est d'aller me suivre là-bas. What else? Et après cette info de la plus haute importance, nous, on commence la vidéo avec les Blazers, qui ont profité de cet été pour poursuivre leur projet de reconstruction. En se débarrassant de Malcolm Brogdon, parti vers Washington, l'objectif est de miser sur les jeunes talents, quitte à sacrifier des choix de draft. L'arrivée de Deni Avdija via un transfert et la draft de Donovan Clingan vont dans ce sens, et les deux ont des qualités. Avdija, 23 ans, sort d'une saison solide dans le bourbier des Wizards et semble pouvoir parfaitement s'intégrer dans un collectif, tandis que Clingan, 2m18 et champion NCAA sortant avec Yukon, semble posséder le potentiel du big man capable de s'imposer dans une raquette en NBA. En vrai, cette team, malgré sa jeunesse, possède un beau potentiel défensif, je trouve. Entre Matisse Thybulle, Robert Williams, Deni Avdija, Jeremy Grant et Donovan Clingan, Portland possède des stoppers à tous les postes. Alors qu'il y avait de vrais soucis de ce côté-là du terrain l'an dernier, cette faille semble désormais pouvoir considérablement s'améliorer. Même si le sophomore Scoot Henderson n'est pas un spécialiste dans le domaine, beaucoup de ses coéquipiers semblent en mesure de pouvoir compenser cette faille. Le meneur, quant à lui, pourra se focus totalement sur l'attaque, un secteur dans lequel, de sa part,
part, on attend pas mal de progrès, en termes de justesse et de régularité. Par contre, je dois le dire, même si c'est le jeu, dans une équipe en total rebuild, je trouve le roster assez bancal pour le moment. L'équipe est encombrée de pivots, avec Ayton, Williams et Klingan, ce qui pourrait nuire au développement du rookie, si le staff ne trouve pas comment partager les minutes. De plus, Anthony Simons et Jeremy Grant semblent hors du projet à long terme. Simons pourrait ainsi devenir une monnaie d'échange cette saison, surtout si Shaedon Sharpe continue sa progression, et prouve qu'il est l'arrière du futur pour la franchise de l'Oregon. Maintenant, sportivement, évidemment, je ne m'attends pas à grand chose cette saison de la part de cette équipe des Blazers. Voir les jeunes pousses progresser comme Scoot Henderson et Shaedon Sharpe semble représenter l'objectif numéro 1 à Portland. À ce jour, tous les regards sont tournés vers le futur, et forcément, cette campagne sera sous le signe du tanking et du développement. Au management maintenant, de prendre les meilleures décisions possibles pour permettre aux jeunes pépites de se développer dans les meilleures conditions. À San Antonio, maintenant qu'on a la preuve que Wemby peut devenir une superstar, on a fait en sorte que tout tourne autour de lui. Après une première saison impressionnante où le Français a remporté le trophée de rookie de l'année, l'objectif est maintenant de bâtir le roster pour le mettre dans les meilleures conditions possibles de développement. L'ajout le plus marquant de l'été, vous le connaissez, c'est Chris Paul. À 39 ans, le point god arrive à San Antonio avec une mission bien spécifique, faciliter la vie de Wemby, que ce soit sur le terrain ou en dehors, en tant que mentor. Et justement, l'impact, l'apport que Paul peut avoir sur le développement de Victor me rend particulièrement optimiste. L'expérience et la vision de jeu de CP3 vont permettre à Wemby de progresser rapidement, notamment sur le plan offensif. L'idée est d'explorer tout le potentiel du jeune phénomène en attaque. Post-up, pick and roll, pick and pop, shoot extérieur, création de jeu. Chris Paul va l'accompagner dans ce processus et lui offrir des opportunités bien plus faciles grâce à son expérience. Surtout qu'à côté de ça, la défense de Wembanyama est déjà redoutable. Il est destiné à devenir un candidat perpétuel au trophée de défenseur de l'année, et ce dès cette saison. Le truc qui m'embête un peu plus, c'est que l'effectif manque cruellement de shooters fiables pour écarter le jeu, et ce sera nécessaire. Devin Vassell a quelques qualités dans le domaine, mais derrière lui, les options sont limitées. Cette carence pourrait être embêtante en termes de spacing pour Wemby, et compliquer l'utilisation de ses qualités près du cercle. Ajoutons à ça une défense collective encore en rodage, et on s'en rend compte, les Spurs ne sont pas encore vraiment prêts pour viser les sommets. Pour la saison à venir, donc, je prône la patience. Je pense qu'il peut y avoir une belle progression, et quelques moments très spectaculaires sur le terrain, mais pour le play-in, en tout cas pour le moment, je trouve ça trop tôt. Chaque chose en son temps. Par contre, Wembanyama, individuellement, pourrait tout défoncer, je me dis, avec l'arrivée de Chris Paul. Le voir flirter avec les 25, pourquoi pas 30 points par match, me surprendrait à peine, vu ses qualités, et vu comment il va être accompagné par le meneur. Si les minutes du Français augmentent par rapport à la saison dernière, et c'est prévu que ce soit le cas, je pense qu'il aura toutes les conditions pour y arriver. Mais stop, attention, ne soyons pas trop pressés. Je le rappelle, l'objectif numéro 1 à San Antonio, ce sera la patience, ce sera la clé. Même si on a hâte de voir Wemby tout démolir en playoff, ne mettons pas non plus la charrue avant les bœufs. Si collectivement, la franchise texane montre une belle évolution des deux côtés du terrain, à mon sens, ce sera déjà une très belle étape de franchie pour la saison à venir. Les Memphis Grizzlies maintenant, qui sortent d'une saison désastreuse, marquée par les blessures et la fin de suspension de Ja Morant. Passer de 51 victoires à 27 en seulement un an, ça a été un vrai choc pour les fans de la franchise du Tennessee. L'équipe qui était encore proche des sommets il y a 2 ans est maintenant attendue pour rebondir. Il est temps. La bonne nouvelle, Ja Morant est de retour malgré sa petite alerte à la cheville. Desmond Bane, lui, semble en bonne santé, et autour d'eux, le management a fait quelques moves pour essayer d'entourer ce duo. Le plus notable pour accompagner Jaren Jackson Jr. dans la peinture, c'est l'arrivée de Zach Edey, un colosse de 2m24 qui occupera le poste 5. Sélectionné en 9ème position, le pivot pourrait bien être la pièce manquante du puzzle, après le départ d'un Steven Adams qui galérait à rester en bonne santé. À 22 ans, l'ancien de Purdue semble pouvoir avoir un impact immédiat dans la grande ligue. Rebond, protection du cercle et gestion des prises à deux pour attirer les défenses et créer des espaces pour les créateurs que sont Morant et Bane. Marcus Smart, qui l'an dernier n'a pas vraiment eu l'occasion de montrer ses qualités à Memphis, pourrait lui aussi s'épanouir maintenant dans ce roster au complet. On connaît l'impact qu'il peut avoir dans les équipes compétitives, maintenant que lui aussi est définitivement remis de ses blessures. Non, ce qui m'inquiète, ce sont plutôt toutes les petites incertitudes qui planent au-dessus de ce roster. Ja Morant va-t-il enfin avoir la tête concernée à 100% sur le basket toute la saison? Tous les éléments blessés l'an dernier vont-ils retrouver leur niveau? Et puis concernant Zach Edey, c'est pareil, ok, il semble mature et NBA ready, mais n'est-il pas trop ambitieux de donner tout de suite tant de responsabilités à un rookie qui en plus de ça affiche un profil un peu à l'ancienne, et qui potentiellement pourrait avoir du mal à s'adapter à la vitesse et à la polyvalence qu'exige le jeu
jeu d'aujourd'hui. C'est pour ça que si je me mets en mode prédiction, malgré le retour des blessés, j'ai du mal à imaginer les Grizzlies aussi performants qu'il y a 2 ans, quand ils ont terminé 2e de la conférence Ouest. Je n'ai aucun doute sur le fait que Ja Morant retrouvera son niveau All-Star, mais à ce jour, je vois mal Memphis terminer dans le top 6, tellement la concurrence est forte. Ceci dit, les Grizz, à travers les années, malgré des prédictions assez pessimistes les concernant, ont pris l'habitude de nous surprendre. Alors même si les hommes de Taylor Jenkins devront potentiellement passer par le play-in, il serait trop précipité, à mes yeux, de les enterrer définitivement trop vite. Maintenant, le Jazz, et j'ai l'impression qu'actuellement, dans l'attente de la saison, cette franchise est un petit peu entre deux eaux. Le principal mouvement de leur intersaison, prolonger Lauri Markkanen avec un contrat renégocié. En passant son salaire autour de 46 millions la saison, ils assurent la continuité avec leur star finlandaise, tout en gardant une certaine flexibilité pour un potentiel trade ou une reconstruction future. Alors ok, c'est pas mal, mais je trouve qu'à côté de ça, cet été, l'équipe a eu un petit peu de mal à trouver les bonnes pièces pour l'accompagner. Malgré ça, ce que j'aime chez ce Jazz, et c'est un petit peu sa marque de fabrique, c'est la vision à long terme et la patience qu'a un GM comme Danny Ainge. Markkanen est un pilier solide autour duquel Utah peut commencer à construire, et le jeune noyau constitué de Keyonte George, Taylor Hendricks et Walker Kessler a de quoi rendre optimiste. L'arrivée de rookies comme Isaiah Collier et Cody Williams offre aussi de la profondeur, et l'équipe possède un mélange intrigant de jeunesse et d'expérience, avec des joueurs plus aguerris, comme Jordan Clarkson et Colin Sexton par exemple. En fait, ils ne sont peut-être qu'à 1 ou 2 moves d'avoir une équipe compétitive, et c'est justement ce qui me questionne. Quel est vraiment le projet à court terme du côté de Salt Lake City? Quel est leur timeline? Pour moi, Markkanen n'est pas une option 1, et si tu veux un All-Star à ses côtés, il va falloir sacrifier de la jeunesse. Le souci, c'est qu'actuellement, l'équipe semble coincée entre le désir de développer ses jeunes et la volonté de rester compétitive. Pour moi, il faut faire un choix entre le court terme et le long terme. Pour moi, l'équipe manque de talent pour pouvoir jouer les premiers rôles, mais possède aussi un effectif trop profond pour offrir des minutes à tout le monde et permettre aux jeunes de se développer dans les meilleures conditions. En gros, ça vise le play-in, le ventre mou, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est l'une des pires situations pour une équipe NBA, surtout quand ça fait plusieurs années que ça dure. Alors un joueur sur lequel je vais focus mon attention, c'est Keyonte George. J'ai hâte de voir comment il va se développer. La vitesse de ses progrès permettra peut-être à Danny Ainge de prendre une décision entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Quoi qu'il en soit, en fonction de la décision qui sera prise, je pense qu'il serait peut-être néfaste de conserver cet effectif ensemble pendant trop longtemps. Danny Ainge serait peut-être bien inspiré de se montrer actif d'ici la deadline afin de donner un petit peu plus de clarté quant à ses ambitions futures pour cette franchise. On passe maintenant à Houston, une équipe qui a su faire des mouvements intéressants il y a un an et qui depuis a su faire preuve de patience. C'est ainsi que cet été, dans le Texas, on a privilégié la continuité, et à mon sens ce n'est pas une mauvaise chose. Les arrivées de Fred VanVleet et de Dillon Brooks ont fait du bien il y a un an, et j'aime bien que les jeunes aient des vétérans de qualité à leur côté pour les aider à se développer. C'est ainsi que désormais on observera de très près les progressions des petites pépites que sont Jalen Green, Alperen Sengun, Amen Thompson ou encore Jabari Smith Jr. L'impact qu'ils seront en mesure d'avoir sur le parquet pourrait bien être la clé qui déterminera ou non le succès de l'équipe cette saison. Et vraiment, je pense qu'à terme, cette patience et ces moves réalisés sur ces dernières saisons peuvent payer. Les Rockets, par exemple, n'ont pas précipité les extensions de Jalen Green et de Sengun, offrant ainsi une flexibilité précieuse pour les années à venir. Et puis, l'ajout de Reed Shepard via la draft est un vrai coup de maître. Le rookie en a montré un aperçu en Summer League. Il a tout pour devenir un joueur clé, avec ses qualités de shoot et sa capacité à élever le niveau de jeu de ses coéquipiers. Et à côté de ça, même si certains joueurs majeurs possèdent des lacunes défensives, on sent la patte de Ime Udoka de ce côté-là du terrain, ce qui limite amplement les dégâts à mes yeux. Maintenant, comme souvent, dans les équipes qui mixent jeunesse et expérience, la clé principale sera la répartition des minutes. Reed Shepard, par exemple, aussi prometteur soit-il, pourrait peiner à obtenir un temps de jeu important dans une équipe aussi dense sur les postes arrière, surtout que les Rockets ont l'ambition d'être compétitifs rapidement. Et puis, l'avenir de Jalen Green et de Sengun reste flou aussi. Les deux pourraient rapidement demander le max, et le front office de Houston devra sûrement faire des choix pour le futur. En définitive, une vraie progression pour les Rockets cette saison serait d'accrocher le play-in, et je les en sens capables. Ils ont le talent et la profondeur pour. Tout dépendra de la cohésion entre les jeunes et les vétérans, mais à ce propos, je ne m'en fais pas. L'an passé, Ime Udoka a prouvé qu'il était en capacité de gérer. Par contre, petit hot take que je vous livre là tout de suite, attention à la deadline, je me dis. Si le potentiel de l'équipe se confirme, le front office de Houston a de quoi frapper un gros coup, si une opportunité se présente d'ici le mois de février. Les Golden State Warriors maintenant, qui cet été ont pris une décision très difficile en envoyant Klay Thompson ailleurs. C'est maintenant la fin d'une époque légendaire, celle des Splash Brothers à Golden State. En même temps, on peut comprendre, cette franchise il fallait qu'elle bouge, mais le moment est empreint de nostalgie et d'incertitude. Le duo vieillissant formé par Steph Curry et Draymond Green reste au cœur de l'équipe, mais les mouvements opérés cet été ne laissent pas forcément entrevoir une réelle embellie autour d'eux, surtout avec un Andrew Wiggins toujours aussi imprévisible sur le terrain. Alors voilà, aujourd'hui, encore plus que jamais, ces Warriors
c'est l'équipe de Stephen Curry, rien que la sienne. Le front office lui a offert une extension d'1 an à 62 millions la saison, le verrouillant jusqu'en 2027. Cette stabilité autour du joueur le plus important de l'histoire de la franchise apporte une certaine clarté. On veut que le chef reste au centre du projet, et l'objectif est de tenter de lui offrir la meilleure fin de carrière possible. Et il est là en fait le principal souci. À ses côtés, pour le moment, pour parcourir cet objectif, il manque un autre vrai joueur de qualité, un autre vrai All-Star. Jonathan Kuminga ou Brandon Podziemski pourraient se révéler, mais pour l'instant, ils ont encore du chemin à parcourir avant d'en être à ce niveau. Curry a beau attirer toute l'attention des défenses, il est difficile de croire qu'à 36 ans, il pourra tout gérer seul. Les ajouts de Anthony Melton, Kyle Anderson et Buddy Hield renforcent la rotation, c'est sûr, mais n'ont selon moi pas d'impact majeur sur le plafond de cette franchise. Pour la saison, je me dis donc, petit hot take encore, qu'un gros trade est inévitable d'ici la deadline de février. Le front office est probablement en ce moment en train de chercher un joueur de renom pour entourer Stephen Curry, du moins c'est ce que j'espère. Parce que ouais, si les Warriors ne bougent pas, leur saison pourrait s'avérer bien morose, et franchement ce n'est pas ce que Steph Curry mérite avant de raccrocher les baskets vu tout ce qu'il a pu apporter à cette franchise. Place aux Kings maintenant, qui ont fait un move majeur cet été, en attirant dans leur filet DeMar DeRozan. Sur le papier, j'aime beaucoup, malgré la perte d'Harrison Barnes et les 35 ans de Debo, ça donne à cette équipe un gros boost offensif, j'ai l'impression. Parce que ouais, DeRozan associé à Domantas Sabonis, De'Aaron Fox et Malik Monk, ça forme un quatuor offensif impressionnant, même si ce dernier sortira probablement du banc. Mais ma question, elle est là, est-ce que ça va vraiment fitter? DeRozan campe bien souvent dans la zone du mid-range, quand Sabonis, lui, ne s'écarte que peu de la peinture. Alors avec Fox qui garde pas mal la balle et aime attaquer le cercle, j'ai peur que ça manque un petit peu de spacing. Maintenant, ce qui me rassure en ce sens, c'est que tous ces joueurs sont très intelligents et semblent capables de faire preuve d'un minimum de capacité d'adaptation. Les Kings l'ont déjà montré ces 2 dernières saisons, leur attaque peut être insane, Fox permettra à l'équipe de jouer sur un tempo très élevé, Sabonis facilitera le jeu comme il sait parfaitement le faire, tandis que DeRozan apportera sa clutchitude énorme et sa maîtrise des 4e quart-temps. Autour d'eux, l'adresse de joueurs comme Malik Monk, Keon Ellis ou Keegan Murray sera primordiale, mais j'y crois, tous ces joueurs sont définitivement capables de mettre le feu depuis le parking. Le truc, c'est que je suis bien moins sûr que les hommes de Mike Brown brilleront autant en défense. Fox a montré de vrais progrès, Ellis est un crack, mais Sabonis n'est pas un protecteur de cercle, tandis que DeRozan n'a jamais été un foudre de guerre de ce côté-là du terrain. C'est un peu là que ça coince. Est-ce que toutes ces qualités offensives ne vont pas être annulées par une défense beaucoup trop friable? C'est le risque, surtout que DeRozan, à 35 ans, pourrait commencer à sérieusement décliner. Puis je n'ai même pas parlé encore du manque de rotation dans la raquette, justement, derrière Sabonis, ou de protecteur de cercle. Ça m'inquiète. Alors, en sachant tout ça, quel est mon pronostic pour cette saison concernant les Sacramento Kings? Eh bien, je pense que cette fois-ci, ils sont en mesure d'accrocher les playoffs, même si ça passera probablement par la case play-in. Par contre, à côté de ça, au vu des rôles qu'il est prévu qu'ils aient cette saison, voici ma hot take. Je vois bien soit Malik Monk décrocher enfin le trophée de 6e homme de l'année, soit Keegan Murray finirait MIP. Ouais, les Kings peuvent mettre beaucoup de points, les joueurs peuvent faire de grosses stats, et si cette prédiction se matérialise, ça voudra dire que offensivement, la mayonnaise a pris autour de DeMar DeRozan. Ceci dit, les doutes que j'ai les concernant de l'autre côté du terrain m'empêchent d'être trop enthousiaste concernant la saison de cette franchise. Go les Pelicans désormais qui ont bien fait parler d'eux cet été en faisant venir Dejounte Murray. En tant que scoreur à 20 points par match qui possède une solide réputation défensive, on parle d'un arrière qui devrait apporter une vraie plus-value à la création, tout en renforçant le périmètre en défense. Avec lui, Zion Williamson et Brandon Ingram, mais aussi CJ McCollum, on commence à avoir une belle brochette de talent, mais aussi une équipe bien profonde. Et ce que j'aime dans cette équipe, c'est imaginer comment les joueurs pourraient s'assembler, tous entre eux. Murray a fait de vrais progrès à 3 points l'an dernier, et ça devrait matcher avec Zion par exemple, tandis qu'en défense, avec Herb Jones et José Alvarado, l'équipe je pense a tout ce qu'il faut pour ralentir les attaques adverses, voir tous ces joueurs polyvalents qui peuvent jouer à plusieurs postes avec pourquoi pas un Zion qui pourrait jouer pivot, ça pourrait donner pas mal de solutions à Willie Green. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas le voir à ce poste-là, désolé, il n'y aura pas trop le choix, Zion va devoir assurer au poste 5. Jonas Valanciunas étant parti, il existe des options comme Daniel Theis ou Jeremiah Robinson Earl, certes, mais ça reste limité, autant Zion en 5 sur certains passages j'aime bien, mais à trop forte dose j'ai des doutes, il a beau être puissant, il manque de taille, et forcément il va prendre des coups, espérons que son physique tienne la route. Du coup pour les Pelicans, viser un top 6 ça me semble raisonnable, réalisable, même si beaucoup de choses évidemment comme pour toutes les teams dépendront de la santé des cadres. Cependant si vous voulez une petite prédiction, une petite hot take, je me dis que pas mal de choses laissent penser que Brandon Ingram ne passera pas la deadline du côté de Nola.
Alors maintenant, pour les Lakers, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup bougé dans l'effectif cet été, et c'est bien dommage. En dehors du remplacement de Darvin Ham par JJ Redick au coaching et des drafts de Dalton Netsch et de Bronny James, ça a été le calme plat à LA. Puis même si Redick pourrait apporter un certain renouveau, lui qui a connu une belle carrière en tant que joueur, il arrive dans un territoire complètement inconnu, avec une équipe qui l'an dernier n'a pas pu faire mieux qu'un premier tour de play-off. En revanche, ce que j'aime bien, c'est le fait que LeBron James ait accepté une petite réduction de salaire sur son extension, pour permettre aux Lakers d'avoir un petit peu plus de flexibilité. C'est rare de voir un joueur de la stature de LeBron, même à presque 40 ans, faire ce genre de sacrifice, surtout qu'il s'était juré de ne plus jamais le faire. Mais voilà, ce qui me rend moins optimiste, c'est l'inactivité, voire l'immobilisme de cette équipe cet été sur le marché des transferts. On parle des Lakers, une franchise avec une grosse aura, une franchise censée viser les sommets tous les ans, surtout avec des joueurs comme LeBron et AD. Mais le truc, c'est que dans une conférence ouest de plus en plus compétitive, avec énormément de rivaux qui se sont renforcés, garder un roster qui a déçu sans y apporter de réelles modifications, c'est un pari risqué. Et vous voyez encore LeBron et AD jouer plus de 70 matchs chacun cette saison comme ils l'ont fait la saison passée. Au vu de leur historique de blessures, pas certain que ce miracle puisse se reproduire tous les ans, et ça peut être embêtant forcément. Alors la grosse question, elle est là, est-ce que les Lakers ne devraient pas sérieusement bouger avant la trade deadline? Vous connaissez mon avis, associer un joueur peut-être comme Dalton Netsch avec quelques tours de draft pour récupérer en échange un autre joueur capable d'aider la franchise tout de suite ne serait pas une mauvaise idée à mon sens. Sans ça, je me dis que les 47 wins de la saison passée resteront un plafond plutôt difficile à dépasser, et même à égaliser. Et même si le King sera forcément très heureux cette saison de partager le terrain avec son fils, on imagine que pour ce qui sera potentiellement sa dernière saison, sportivement, il aura bien plus d'ambition que ça. Maintenant, les Suns, et on le sait, leur principale faiblesse depuis quelques saisons, c'est le banc, la profondeur de l'effectif. Ceci dit, l'an passé, le roster a également manqué d'un meneur de métier, et cette intersaison, cet été, devait permettre à cet effectif de se renforcer, de combler ses failles, avec un budget très limité. Et malgré cette contrainte, les arrivées de Tyus Jones et Mason Plumlee pour des contrats minimums représentent des coûts intéressants, et remplissent au moins partiellement cet objectif. Jones, particulièrement, apporte un playmaking précieux, et une gestion de balles propre qui pourrait faire du bien, aux côtés des superstars que sont Kevin Durant et Devin Booker. Je pense que le meneur de jeu pourrait largement fluidifier le jeu de l'équipe sur demi-terrain, chose qui a largement manqué et fait défaut à cette franchise, je trouve, lors de la campagne précédente. Avec Durant et Booker qui sont capables de scorer à volonté, une meilleure organisation sur le terrain pourrait faire une différence palpable. Mike Budenholzer, tout juste arrivé en tant que coach, devrait pouvoir trouver les ressources pour faire jouer tout ce beau petit monde ensemble. Cependant, comme pour chaque équipe, il y a également des points qui me préoccupent. En effet, le roster reste très dépendant de joueurs vieillissants comme KD, mais aussi Bradley Beal, dont la forme physique et la disponibilité sont de plus en plus inquiétantes. Même si Booker est en plein prime, le manque de jeunes talents prêts à donner leur trip sur le terrain pour apporter un vent de fraîcheur qui ne ferait pas de mal à Phoenix est potentiellement limitant à mon sens pour de réelles ambitions de titre. Mais maintenant, est-ce que je m'en fais réellement pour cette équipe des Suns? Non, encore une fois, ça devrait pouvoir accéder aux playoffs sans trop bégayer. Ceci dit, pour espérer davantage, il faudra à la fois que le trio de stars soit irréprochable, au top de sa forme, mais aussi trouver d'autres contributeurs derrière eux. Et là, pour moi, en l'état, ça fait beaucoup trop d'inconnus pour espérer bien mieux qu'un deuxième tour pour les Suns concernant la saison à venir, et ce malgré la belle arrivée de Mike Budenholzer au coaching. Place maintenant aux finalistes de l'an dernier, les Dallas Mavericks. Ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré leur très bon parcours de l'an passé, ils n'ont pas hésité à ajuster l'effectif de façon drastique, avec de gros mouvements, et j'ai bien aimé les risques qu'ils ont pris. Alors oui, laisser partir des éléments importants comme Derrick Jones Jr. et Tim Hardaway Jr., ça peut faire mal à l'alchimie, mais pour compenser, le front office a tout de même fait venir un gros nom, en la personne de Klay Thompson. Bien sûr, cette venue peut finalement s'avérer être un flop monumental, tant il a déçu ces dernières saisons à Golden State, mais à côté de ça, il reste tout de même un super shooter, toujours capable de défendre un minimum, même si sur cet aspect il n'est plus le même, et qui surtout a l'expérience de plusieurs titres. Pour moi, l'arrière avait surtout besoin d'un nouveau départ, pour se remettre la tête à l'endroit, et retrouver le mental pour se remettre dans les bonnes dispositions pour performer. Son arrivée dans le Texas peut servir de déclic, et si c'est le cas, le trio qu'il va former avec Kyrie Irving et Luka Doncic fait vraiment rêver sur le papier offensivement. Parce que ouais, Kill Clay sur le papier, ça reste le fit idéal pour moi, en termes de profil, aux côtés d'un joueur comme Luka. En tant que catch and shooter spécialiste, il pourrait apporter un réel spacing pour le Slovène, qui on le sait, a besoin d'espace pour attaquer les intervalles. À côté de ça, les présences de Daniel Gafford et PJ Washington, qui vont continuer à s'intégrer avec un training camp dans les pattes, mais aussi l'arrivée de Najee Marshall, vont apporter une polyvalence défensive qui pourrait être précieuse dans cet effectif. Maintenant attention, malgré la finale de l'an passé et les mouvements réalisés cet été qui paraissent intéressants, il ne faut pas trop s'enflammer, il y a aussi des points d'inquiétude un petit peu plus noirs. Klay Thompson, je l'ai dit, n'est plus le défenseur qu'il était, et du point de vue des qualités athlétiques et de la vitesse en contre-attaque, c'est la même chose, il n'est plus
le même. Voilà pourquoi le départ de Derrick Jones Jr. risque de peser lourd. Sa défense sur les ailes et son explosivité en transition pourraient manquer cruellement à une équipe qui pourrait devenir plus lente et plus prévisible. Mais pour les Mavs, je reste optimiste, et ma petite hot take, elle est là. Je pense que Klay Thompson, sans pour autant redevenir un joueur all-star, peut vraiment apporter beaucoup de choses et peut vraiment surprendre dans le bon sens dans cette équipe de Dallas. Le nouveau rôle qu'il aura, avec moins de pression dans une autre équipe et avec moins d'attentes sur les épaules, pourrait lui faire beaucoup de bien. À mon sens, il a fait le bon choix en quittant Golden State, et si cette prédiction devait se confirmer, les Mavericks pourraient encore une fois être de sérieux prétendants à la finale NBA. On enchaîne avec les Clippers maintenant qui cet été ont fait des moves qui clairement n'ont pas beaucoup dû ravir les fans de la franchise d'Inglewood. Paul George et Russell Westbrook ont fait leur valise et on ne va pas mentir, ça laisse des trous. En contrepartie, la team californienne a prévu de miser sur un duo Kawhi Leonard-James Harden qui fait rêver sur le papier mais qui pose aussi de nombreuses questions. Alors oui, avec ces deux-là, l'équipe devrait rester un minimum compétitive, mais entre l'irrégularité de Harden, l'incertitude qu'il apporte en playoff et les blessures récurrentes de Kawhi, c'est dur de se projeter sereinement. Après, il y a quand même eu quelques petits moves cet été qui vont faire du bien, comme les arrivées de Chris Dunn, Nicolas Batum et Derrick Jones Jr. Ce dernier peut apporter une intensité défensive dont cette équipe a bien besoin au périmètre. En plus de ça, l'ailier a montré quelques progrès au tir à 3 points la saison passée, ce qui pourrait le rendre beaucoup plus utile sur de plus longues séquences. Ajoutons à ça la prolongation d'Ivica Zubac pour apporter de la stabilité, et on s'en rend compte, malgré les départs, il reste quand même quelques certitudes dans cette franchise. Mais il faut le dire clairement également, l'absence de Paul George pourrait faire très mal. Perdre un joueur capable de tout faire des deux côtés du terrain et ne rien récupérer en retour, c'est un très mauvais move. Évidemment, le retour de Nicolas Batum fera du bien et me fait plaisir, tout comme l'arrivée de Derrick Jones Jr., on en a parlé, mais sans aucun disrespect pour ces deux gars, on ne parle pas non plus du même calibre de joueur qu'était Paul George. Alors c'est quoi le plan pour cette team? Eh bien c'est très flou, et je dois le dire, cet effectif, en l'état, je n'y crois vraiment pas. Alors vous voulez une hot take? Je pense que cette franchise, peu à peu, dans les années à venir, pourrait tomber dans les bas-fonds de cette conférence ouest, et si ça se confirme, je ne vois pas Kawhi Leonard faire long feu chez ces Clippers. Place maintenant aux Timberwolves, une équipe phare de la saison passée qui a fini en finale de conférence, une très jolie perf. Et pourtant, essentiellement pour des raisons financières, l'effectif a dû bouger, et pas forcément dans le bon sens je trouve. Du coup, et c'est dommage, bye bye Karl Anthony Towns, et bienvenue à Julius Randle et Dante DiVincenzo. Les arrivées sont intéressantes, mais ça reste frustrant des deux côtés du terrain. Kat commencé, je trouve, à parfaitement s'épanouir dans son rôle à côté de Rudy Gobert. Est-ce que ce trade ne fait pas régresser l'équipe au final à court terme? Eh bien c'est la principale question que je me pose. Heureusement à côté de ça, il y a un garçon qui devrait poursuivre sa progression fulgurante et par qui tout passera, Anthony Edwards. Même si c'est officieusement le cas depuis 1 ou 2 ans, disons, aujourd'hui c'est officiel. Les Wolves, c'est sa team. De plus, on n'en parle pas assez, je trouve, l'équipe a fait preuve de culot en draftant Rob Dillingham, jeune meneur explosif qui pourrait rapidement s'imposer comme un dynamiteur très intéressant en sortie de banc. C'est un pari risqué, mais aussi un pari audacieux si l'arrière arrive à prouver rapidement qu'il est NBA ready. J'aime aussi la stabilité défensive et l'expérience qu'apporteront des vétérans comme Rudy Gobert et Mike Conley, sans même parler de Jaden McDaniels, qui lui aussi devrait continuer à s'épanouir et à briller dans son rôle de couteau suisse sur le terrain. En fait, le point qui me rend un petit peu plus sceptique, c'est le rôle qui est prévu qu'est Julius Randle. Est-ce vraiment sur lui que l'équipe compte au poste 4, lui qui peut avoir un niveau de All-Star, certes, mais qui pourrait pénaliser la team du point de vue du spacing, ou alors ce costume est-il dédié à Naz Reid? Attention aussi au manque de créateurs, entre un Conley vieillissant et un Dillingham qui pourrait être encore très tendre. Chris Finch devra donc faire les bons choix, et même s'il trouve la clé, j'ai quand même peur que l'équipe soit pénalisée à la création quand Anthony Edwards ne sera pas sur le parquet. Alors côté prédiction, même si j'imagine les Wolves rester très compétitifs et confirmer leur place dans le top 4 de la conférence ouest, j'ai quand même du mal à les imaginer faire un aussi beau parcours de playoff que l'an passé. Voici maintenant les Nuggets, qui pour la deuxième fois de suite après leur titre de 2023 ont eu une off-season très difficile à gérer. Après avoir enregistré la perte de Bruce Brown il y a un an, il faut maintenant faire avec celle de Kentavious Caldwell-Pope, qui part à Orlando pour un contrat bien plus conséquent que ce que Denver pouvait lui offrir. Ouais, des choix ont été faits, et financièrement, avec les gros contrats de Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr., il était compliqué de le retenir. En réponse, Denver a fait un move audacieux, en faisant venir Russell Westbrook, un vétéran qui pourrait apporter pas mal d'énergie et d'intensité en sortie de banc. Reste à savoir maintenant si cette intensité sera productive ou chaotique. Cette imprévisibilité, c'est un peu le plus gros souci avec Russ sur sa fin de carrière. Mais peu importe, parce qu'à Denver, tant qu'il y aura le duo Jokic-Murray, il y a toutes les raisons de rester optimiste. Le Joker, encore et toujours, est un pivot capable de contrôler absolument tous les domaines du jeu, et si Murray reste en bonne santé, avec ces deux-là, l'équipe semble être en mesure de rivaliser avec n'importe qui en NBA. Puis j'apprécie également la confiance donnée à Christian Braun pour compenser le départ de KCP. S'il répond aux promesses, notamment défensivement, il pourrait
pourrait se révéler comme l'une des très bonnes surprises de cette saison. Et ça, en vrai, il y en aura besoin, parce que depuis le sacre de 2023, je trouve que la profondeur de cette équipe des Nuggets a pris un sacré coup dans l'aile. Pour commencer, on attendra beaucoup de jeunes joueurs comme Peyton Watson ou Julian Strawther, mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas encore montré qu'ils étaient en mesure d'assumer ce genre de responsabilité, et même Westbrook, bien qu'ancien MVP, avec son âge et son style de jeu à risque, n'apporte pas beaucoup plus de certitude. Ça ne suffira pas pour empêcher les Nuggets d'être compétitifs, à mon sens, cette saison, mais je dois le dire, en l'état, cet effectif, je l'imagine moins dominant que ce qu'il avait pu l'être par le passé. La vraie clé pour moi, en plus des role-players, sera Russell Westbrook, et sans un grand Russ, en playoff, il sera peut-être compliqué d'atteindre à nouveau les sommets pour cette équipe des Nuggets au vu de la jungle qui est devenue la conférence Ouest. On termine avec OKC, premier à l'Ouest la saison passée, qui, à mes yeux, ont réalisé une off-season super intéressante. En effet, en échangeant Josh Giddey aux Bulls pour Alex Caruso, un des meilleurs défenseurs au périmètre en NBA, et ajouté Isaiah Hartenstein, l'équipe se renforce sacrément. Ces deux apports pourraient bien se révéler être les pièces manquantes pour désormais permettre au Thunder de passer un nouveau step en playoff, eux qui l'an dernier ont échoué au deuxième tour. En plus de Caruso, qui apportera sa défense et son expérience, Hartenstein, lui, pourrait compenser pas mal de lacunes de l'équipe au rebond, et je trouve ça très lourd. Aujourd'hui, toutes les petites faiblesses de l'équipe semblent comblées, et en l'état, je trouve cet effectif hyper profond. Avec Shai Gilgeous-Alexander en leader, un Jalen Williams en plein développement et la saison sophomore très attendue de Chet Holmgren, cette équipe a des atouts offensifs et défensifs à chaque poste. Le 5 majeur est super solide des deux côtés du terrain, tandis que la seconde unit, elle, reste très qualitative. Ajoutons à ça un très bon coaching avec Marc Daigneault à la baguette et aussi une alchimie qui semble au top en ce moment, et ouais, les raisons d'être optimiste du côté d'OKC sont super nombreuses. Allez, si je dois émettre un léger doute, par contre, ça se situe au niveau de la création. Avec le départ de Giddey, SGA pourrait avoir encore plus de responsabilités en tant que ball handler, et si l'équipe est trop dépendante de lui, ça pourrait la rendre trop prévisible. Attention également à la jeunesse de cet effectif, car même si le roster est excitant, on le sait, certains peuvent commettre certaines erreurs, ou encore connaître des baisses de régime dans les moments décisifs. Ça aussi, ce sera important, il faudra mûrir. Sauf que ce que je retiens à côté de ça, c'est que chaque année, ce groupe grandit ensemble, se renforce, se développe et prend de l'expérience. Ce Thunder est-il prêt pour être une équipe qui va décrocher le Graal en 2025? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que chaque saison, cette équipe s'en rapproche. OKC est donc mon favori à l'Ouest pour la saison à venir, tandis que pour les trophées individuels, je mise sur une grosse bataille entre Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Ça pourrait être très excitant à suivre. Du coup, si je dois me mouiller à l'Ouest pour cette saison, je dirais OKC, Dallas, puis Denver. Mais ça va être chaud encore, vu comment la compétitivité est énorme dans cette conférence. Alors vous en pensez quoi, vous, de tout ça? C'est quoi votre top 3 de la conférence Ouest? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Alors je compte sur vous la mif, à vos claviers, comme d'hab, je laisserai des likes aux commentaires que je trouve les plus intéressants. Et surtout, n'oubliez pas, c'est super important, rejoignez la ligue Le 6ème Homme pour la Fantasy League NBA, le lien est dans la description, et venez me défier, moi et mon équipe de guests, on vous attend de pied ferme.